Bonjour à tous. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la dernière prise de parole de ce salon des donneurs d'ordre industriels. Devant vous, dirigeants de PME, de start-up industrielles, d'étudiants également, puisque c'est la journée à venir aujourd'hui. Rejoignez-nous pour rencontrer Air France Industrie, donc la branche industrielle d'Air France. J'en profite pour vous présenter ce nouveau format qui a été inauguré cette année sur l'espace Booster et en particulier l'Agora qui est la scène de l'espace Booster. Nous avons organisé des prises de parole de donneurs d'ordre industriels devant des startups, des PME qui souhaitent investir, qui souhaitent innover et qui ont besoin de ces échanges, de cette collaboration avec les donneurs d'ordre. Donc c'est un véritable engagement de Global Industries cette année. Nous avons organisé plus d'une dizaine de rencontres entre des donneurs d'ordre, des startups, des PME industrielles, avec de très bonnes discussions à la clé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre maintenant. J'en profite également pour remercier bien évidemment Air France Industrie qui va intervenir aujourd'hui. Rappelez aussi que Air France Industrie a été lauréat du trophée de la collaboration industrielle, qui est aussi une nouveauté cette année, parce que c'est une entreprise qui est particulièrement structurée sur sa collaboration avec l'ensemble de ses fournisseurs industriels, entre autres, mais également dans sa collaboration avec les territoires, puisque la collaboration et les filières ne se pensent pas sans les territoires. Dernière mention, vous pouvez également retrouver Air France Industrie dans notre cahier de tendance Industrie 2026, co-rédigé par Companium, la société de conseil que je dirige, et Global Industries. Donc n'hésitez pas à le télécharger sur notre site. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Corinne Michel, directrice de la transformation, innovation et développement durable d'Air France Industrie. Corinne, c'est à vous. 15-20 minutes de présentation sur les enjeux, la vision court, moyen, long terme d'Air France Industrie, les possibilités de collaboration et puis ensuite un temps de réponse à vos questions. Grand merci Virginie. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet de l'activité industrielle d'Air France, qui est une activité qui est peut-être un peu moins connue. Vous connaissez la compagnie aérienne évidemment, et peut-être un peu moins Air France Industrie. Vous rappelez juste qu'Air France, c'est 40 000 salariés, 229 avions dans la flotte à date et un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros. Mais je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous connaissez les métiers du passage, les métiers du cargo, peut-être un peu moins les métiers de la maintenance aéronautique. Et quand on parle de maintenance, de quoi parle-t-on? On parle de l'entretien de la flotte d'avions d'Air France et de KLM. On parle de l'entretien, de la réparation des moteurs d'avion. On parle des réparations, révisions des équipements d'avion, qui sont tous les équipements qui se déposent de l'avion. Et on parle de la supply chain, qui est au service de ces trois métiers. En termes de maintenance avion, quelques ordres de grandeur, c'est 2 millions d'heures de main-d'œuvre par an. Les moteurs réparés, c'est 300 moteurs réparés par an, 150 à peu près de la flotte Air France et 150 de compagnies clientières qui nous confient leurs moteurs pour être réparés. Donc on a à la fois une activité interne et une activité et des services qu'on propose à des clientières. C'est 1100 équipements par semaine qui sortent de nos ateliers de réparation, avec pareil un flux à peu près 50-50 entre les équipements d'Air France KLM et les équipements de compagnies clientes qui nous confient leurs équipements pour être réparés. Et une supply chain associée, puisque dès lors qu'un équipement est déposé de l'avion pour panne ou pour révision, ou selon une politique d'entretien, il part dans nos ateliers de réparation. À ce moment-là, un équipement est tout de suite monté sur avion, puisque vous savez, ce qui coûte cher, c'est d'immobiliser un avion au sol. Donc on gère un pool d'équipements qui permet aux compagnies aériennes d'être tout de suite opérationnelles. Et ces équipements, donc, qui doivent être réparés, viennent dans nos ateliers, sont démontés, réparés avec un ensemble de pièces aéronautiques, remontés, inspectés, testés pour être ensuite ramenés dans ce pool et servir des clients. Donc on a toute une supply chain associée qui permet d'être
au service de ces métiers avec des enjeux évidemment de performance opérationnelle. Alors le contexte de la maintenance aéronautique, je pense que c'est important de remettre dans le contexte nos enjeux. On a un modèle économique sous pression. Vous savez que la maintenance aéronautique, c'est une activité qui est particulièrement en concurrence et sous pression en termes de modèle économique et qui plus est adossé à un transport aérien qui est extrêmement sensible à tous les aléas, que ce soit des aléas climatiques, que ce soit des aléas pandémiques, que ce soit des aléas géopolitiques. Et la situation que nous traversons ne va pas me contredire et donc fait peser un fort impact sur le transport aérien de manière générale et donc sur la maintenance aéronautique associée. Ça, c'est le premier sujet qu'on a quand même... voilà. Le deuxième sujet que je trouve intéressant à remettre en perspective, c'est que les tensions géopolitiques, elles amènent, et la pandémie qu'on a connue, elles amènent une tension sur notre supply chain. Donc là, on travaille avec tout un écosystème de fournisseurs. On a plus de 800 fournisseurs pour Air France Industrie, avec des sujets d'accès aux pièces aéronautiques, d'accès à des métaux dits critiques, et avec des sujets de respect ce qu'on appelle les lead time, hein, les temps contractuels sur lesquels se sont engagés nos fournisseurs, donc avec des sujets de tension de cette supply chain. Et dans un contexte où une tension forte également sur nos effectifs, puisque comme c'est un secteur très compétitif et en concurrence, on est amené à recruter beaucoup avec une pyramide des âges vieillissante, à l'instar de la sociologie française et de la pyramide des âges française, donc avec un tiers de nos effectifs qui va être amené à partir dans les 10 prochaines années. Donc voilà pour le contexte de contraintes industrielles. Et donc du coup, la question qui se pose pour nous, c'est comment créer de la valeur dans cet environnement particulièrement contraint et sous pression. Le premier, je l'évoquais, c'est effectivement un enjeu d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Quand on parle d'efficacité opérationnelle, c'est réduire le temps d'immobilisation d'avions au sol, ce qu'on appelle le ground time. C'est réduire les temps de réparation, que ce soit de nos moteurs ou de nos équipements. On parle de TAT, les turnaround time. Un enjeu d'améliorer le service et le confort aux clients. Et Air France, donc la compagnie aérienne, ayant une politique de montée en gamme de ses cabines, a beaucoup investi dans le renouvellement de ses cabines business et première, mais pas que. Donc on a tout un écosystème de fournisseurs cabines avec lesquels on travaille pour garder toujours un niveau d'exigence et un niveau de qualité sur nos cabines business et première, mais pas que. Donc on a vraiment un sujet d'expérience client à bord et d'être irréprochable en matière de cosmétique cabine. Le troisième sujet, c'est comment booster notre performance financière. Je parlais d'un modèle économique sous pression et d'une très forte concurrence dans un environnement extrêmement contraint. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous. Comment imaginer des modèles économiques différents, comment imaginer des contrats adaptés aux besoins de nos clients. On a une culture chez Air France Industrie qui est une culture de l'adaptation, qui est liée aussi à la résilience du transport aérien. Donc souvent, ce qu'on dit, on est assez adaptiveness pour faire du sur-mesure en matière de contrats, que ce soit des contrats de réparation pour nos équipements ou des contrats de réparation pour les moteurs. Donc voilà, on a l'enjeu sur la performance financière. Et évidemment, the last but not least, qui est un enjeu évidemment de décarbonation. Et quand je parle de décarbonation de la branche industrielle d'Air France, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 choses essentielles. Ça veut dire, 1, comment on contribue à la réduction des émissions directes de la compagnie aérienne. Donc on va travailler sur la réduction de la masse embarquée, sur l'amélioration de l'aérodynamisme de l'avion, enfin tout ce qui peut contribuer à réduire les consommations de kérosène. Le deuxième gros levier, c'est comment on travaille sur l'efficience énergétique de nos installations industrielles. Et là, on parle de
de hangars, d'ateliers de réparation. Air France Industrie, c'est 500 000 m² d'empreinte industrielle, 60 bâtiments. Donc on a un véritable enjeu de maîtriser les consommations énergétiques de notre activité. Et le troisième grosse priorité, c'est la réduction des émissions indirectes avec nos fournisseurs, puisqu'on a l'intime conviction que sur les sujets de décarbonation, la réponse, elle ne peut pas être individuelle, elle est forcément collective, et il y a un vrai sujet de revoir la relation classique client-fournisseur pour être davantage dans une relation de partenariat avec nos fournisseurs sur ces sujets de décarbonation et de transition environnementale. Voilà pour les enjeux principaux d'Air France Industrie. Vous dire que, évidemment, c'est un vaste écosystème. Donc, j'ai parlé des fournisseurs et des 800 fournisseurs français, mais pas que internationaux. Je ne vous ai pas évoqué le fait qu'on travaille avec 270 PME françaises aussi. Que Air France Industrie, c'est 7500 emplois directs essentiellement en Île-de-France. On a une base de maintenance à Toulouse, mais c'est essentiellement en Île-de-France. C'est 40 000 emplois induits, à mettre en regard des près de 250 000 emplois induits pour Air France au global. Et c'est 350 nouveaux apprentis chaque année et 500 nouveaux stagiaires chaque année. Donc voilà, une activité qui est quand même dynamique. Et donc vous retrouvez aussi l'écosystème côté emploi et recrutement, puisqu'on est très imbriqué avec le territoire pour travailler sur le recrutement, sur l'emploi, sur l'apprentissage avec notre centre de formation des apprentis au métier de l'aérien qui est l'AFMAE, pour travailler sur les reconversions professionnelles avec des associations comme Jérémy, et les territoires d'industrie, donc que ce soit Paris Terre d'Envol au nord de Paris et le Grand Orly Seine-Bièvre au sud de Paris, qui sont aussi des territoires avec lesquels on travaille sur ces sujets de recrutement, de formation, de réindustrialisation et de développement de nouvelles capacités de réparation. Voilà en un mot, peut-être finir et ouvrir sur ce qu'on fait en matière d'innovation, puisque ça nous paraissait intéressant aussi de vous parler d'innovation, les technologies sur lesquelles on est, les besoins qu'on a en matière de développement de solutions d'innovation. Évidemment, on a fait, alors je vous ai mis là le avril 1988 parce que c'est le premier vol en Airbus A320, et c'est vrai qu'à cette époque, les plans étaient faits en partie à la main. On avait des calculateurs qui étaient grands comme des frigos, et l'empreinte carbone n'était pas un sujet, et que depuis, on a accéléré dans tous les domaines. Et en particulier, alors je vous ai mis les nouvelles technologies sur lesquelles on est énormément investi, mais c'est loin d'être exhaustif. Évidemment, on travaille beaucoup sur la cobotique parce qu'on a énormément de tâches répétitives dans notre milieu industriel, et du coup, on a un gros enjeu à travailler pour diminuer la pénibilité de nos opérateurs, pour déployer des solutions de cobotique. Des solutions d'impression 3D. On développe, pour votre information, une activité de fabrication 3D, alors surtout 3D plastique, polymère, mais on se met également sur l'impression métallique pour fabriquer des pièces cabines, essentiellement en cabine, pour répondre aux enjeux de tension de supply chain sur des pièces sur lesquelles on a des temps de livraison trop longs. Et puis pour gagner aussi en efficacité financière, puisque le faire en interne est beaucoup plus intéressant que de le faire en externe, mais c'est sur des petites séries et des pièces bien spécifiques. On développe évidemment la computer vision pour de l'analyse de défauts très pointue sur des analyses au micron, sur des aubes de fan, sur des moteurs, sur des pièces moteurs sur lesquelles on a besoin d'un niveau de qualité qui est extrêmement poussé et précis. On va développer de la réalité virtuelle
en particulier sur tout ce qui est prévention des risques, sur tout ce qui est formation, puisque ça permet de recréer des situations d'immersion qui permettent de gagner en meilleure maîtrise pour les opérateurs, pour les mécaniciens, pour les techniciens, et de les former dans des environnements quasi réels, sans avoir à mobiliser un avion, un moteur pour pouvoir les former. Donc voilà, ça nous ouvre le champ des possibles en matière de formation et de montée en compétences. Et vous voyez que ça fait partie des enjeux qu'on va avoir dans les prochaines années. On travaille beaucoup sur des outils de maintenance prédictive et on vend des services aussi de maintenance prédictive en capitalisant sur un historique de panne qu'on a à bord de nos avions et qui nous permet, compte tenu des données qu'on a sur les pannes avions, non seulement de capitaliser sur ces données et d'être meilleur sur la recherche de solutions par rapport à ces pannes, mais surtout d'anticiper, compte tenu de certaines signatures, des pannes avant que l'équipement concerné ne tombe en panne. Et enfin, des solutions d'IA. J'ai vu que c'était quand même aujourd'hui, voilà, dans le salon, aussi des sujets sur lesquels beaucoup d'entre vous peuvent proposer des solutions. On va énormément développer aujourd'hui ou être à la recherche de solutions en matière d'IA pour nous aider dans de la recherche documentaire technique, dans de la capitalisation d'expérience, dans du knowledge management, dans de l'assistance à des techniciens pour leur proposer des solutions ou les aider sur du troubleshooting compte tenu des historiques de panne. Voilà, c'est tous les cas d'usage, je pourrais en parler pendant plus longtemps, mais voilà les sujets. Et puis juste peut-être voilà quelques... Alors c'est évidemment loin d'être exhaustif, mais voilà déjà voilà, des startups, des PME, des partenaires avec lesquels on travaille sur tous ces sujets. J'en ai fini. Je pense que l'intérêt pour vous, c'est peut-être de pouvoir échanger. Donc je suis prête à prendre quelques questions. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est particulièrement précieux, hein. Je pense que vous l'avez perçu, hein, d'avoir aussi autant de transparence sur les besoins de la supply chain et puis les besoins d'Air France Industrie qui sont les besoins les plus actuels. J'ai juste une petite question avant de se lancer plus avant. Comment est-ce que vous choisissez les 270 fournisseurs d'Air France? Comment vous les avez choisis? Parce qu'en fait, des fournisseurs sur la cobotique, l'IA, il y en a plein. Comment vous choisissez? Alors, on a deux réponses. On a déjà, il y a toujours un cahier des charges qui nous est imposé par les achats sur des critères. Alors, on va de plus en plus développer des critères de souveraineté, des critères souveraineté nationale ou européenne, des critères de responsabilité. Évidemment, les enjeux en matière de financiers sont regardés. Et nous, on a la deuxième réponse, c'est qu'on a une approche très expérimentale et on teste beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont extrêmement férus et intéressées par l'expérimentation. Donc on teste beaucoup, on a beaucoup, et comme on a pas mal de cas d'usage, ben voilà, on a une approche, et ce qui explique aussi, c'est le test and choose, hein, j'ai envie de dire, le test and learn and choose, qui est quand même sur lesquels on va pas mal tester, beaucoup plus. Et après, évidemment, il faut que ça rentre dans les grilles de critères de nos acheteurs. Mais voilà, c'est cette culture, je pense, de l'expérimentation qui est une des grandes forces d'Air France Industrie. Parce que même si on a une industrie dont un des fondamentaux est la sécurité des vols, hein, ça ne nous empêche pas d'expérimenter. Test and choose. Test and choose. J'aime beaucoup. Ok, est-ce que vous avez des questions? Présentez-vous un peu. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Moulet, je suis le dirigeant d'une start-up qui fabrique des capteurs de vibration. Je voulais savoir sur la partie maintenance prédictive si vous travaillez aussi sur instrumenter plus les avions pour pouvoir anticiper quand est-ce que vous pouvez organiser vos maintenances. Alors sur on va dire la mise en place de capteurs ou d'instruments sur les équipements,
on est très dépendant des constructeurs d'avions. C'est-à-dire en tant qu'opérateur et même en tant que mainteneur, on est très encadré sur la possibilité d'installer des capteurs sur des équipements d'avion. On est quand même très contraint par la réglementation aéronautique. Et on ne peut pas faire n'importe quoi sur des équipements. Donc les modifications sur équipement sont soumises à des validations par le constructeur. En revanche, sur la maintenance industrielle, c'est-à-dire sur la maintenance de nos moyens de production et de nos moyens industriels dans nos hangars, dans nos ateliers de réparation, c'est un vrai sujet où on est très décontrait et où c'est des sujets qui peuvent nous intéresser pour faire de la maintenance prédictive par rapport à nos moyens industriels et mettre des capteurs de vibration et imaginer des signatures qui nous permettent d'anticiper des pannes de moyens industriels. Et ça, c'est effectivement des sujets qu'on investigue et qui nous intéressent. On est beaucoup plus contraint sur la partie aéronautique. Après, peut-être que j'imagine que les constructeurs vous font aussi confiance sur des solutions que vous auriez pu tester en environnement décontraint, par exemple, pour pouvoir peut-être... en fait, là où les constructeurs ont besoin de nous, c'est sur l'analyse de la vie de l'avion, l'analyse de la vie des moteurs et l'analyse de la vie des équipements, puisqu'il n'y a pas mieux que l'opérateur, que la compagnie aérienne pour capitaliser sur cette expérience sur la vie des équipements, la vie des moteurs, la vie de l'avion. Et donc ça, les constructeurs, qui sont un peu aveugles, ont besoin de ce retour des opérateurs et des compagnies aériennes pour pouvoir modifier leurs équipements. Donc c'est quand même un travail de partenaire et avec les constructeurs d'avions, les équipementiers et les motoristes pour effectivement leur partager, et ils apprennent avec notre retour d'expérience et ils capitalisent, et c'est comme ça qu'ils peuvent travailler sur améliorer la fiabilité et proposer des modifications. Mais ça se passe dans ce sens-là. Je comprends. Peut-être une dernière question sur justement ce test and choose, et puis je m'appuie sur votre question. Si vous voulez expérimenter de nouvelles solutions, on vient vous voir directement et puis ça se fait ensuite en amont d'appel d'offres que vous lancez ensuite pour choisir ou intégrer de nouveaux fournisseurs. Comment ça marche? Alors sur le sujet innovation, puisque je porte les sujets d'innovation, oui, c'est l'équipe innovation qui justement est vraiment en interface avec les métiers opérationnels chez nous pour faire venir, donc qui fait vraiment le go-between et qui va être sur des sujets très en amont et être à la fois très ancré par les besoins des opérationnels et faire le lien avec des solutions proposées par des entreprises, des PME ou des startups. Et donc c'est eux qui font le lien et qui proposent aux opérationnels pour expérimenter et pour proposer des solutions. Sur des solutions plus matures, plus ancrées, l'équipe innovation n'a pas de valeur ajoutée. Et donc là, ça va directement passer par les canaux classiques qui sont les acheteurs. Donc là, on a des canaux classiques où la direction innovation n'a absolument pas de valeur ajoutée dans la mise en relation. Donc chez nous, après, ça passe par les achats, quoi. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Hello, ladies and gentlemen. Bonjour, je m'appelle Lies. Je suis actuellement en formation à l'Industrie, en N2I, numérisation installation industrielle. Et j'avais une question concernant les offres d'emploi et de stage. Alors, on a un site sur le site Air France. Vous avez dans le site internet une page sur le recrutement. Vous avez la possibilité de créer une job alerte qui correspond à vos compétences, à votre expérience. Et donc de créer cette job alerte, et régulièrement des offres d'emploi, des offres de stage, des offres d'alternance sont proposées via le site. C'est vraiment le canal officiel standard classique pour voir si vous avez des opportunités au sein de la compagnie qui correspondent à la fois à votre profil, vos compétences et votre expérience. Okay. J'avais une question plus précisément sur mes domaines. Stage, j'ai un CV avec moi. J'ai un CV sur moi et je voulais savoir si vous prenez aussi en supply chain, amélioration continue actuellement. Je vous le demande à vive voix. Alors, je ne connais pas toutes les propositions d'offres d'emploi, tout ce qui est aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir sur le site et à poster et à vous créer une job alerte.
Mais voilà, là, vous dire, est-ce qu'il y a des besoins il y a des besoins de manière générale. Est-ce qu'il y a un besoin spécifique correspondant à votre profil? Je suis incapable de vous le dire. Bon, je pense que ça vaut le coup d'aller sur le site. Merci. Merci à vous. Alors, on arrive à la fin de notre temps. En revanche, si vous avez encore des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, on va se mettre un petit peu de côté et je pense qu'on peut voilà, continuer à échanger. Un grand merci à vous. C'est encore une fois très précieux d'avoir ces éléments de transparence et sur vos besoins. Merci à vous pour votre attention. On continue donc juste à côté et cette conférence est aussi accessible en replay. Donc si on a perdu quelques infos, on peut tout à fait les retrouver. Merci à vous. Merci. Et bonne journée.